j'ai découvert que mon père menait une double vie et j'ai rencontré mon demi-frère caché sans savoir à quel point il me ressemblerait. Je suis tombé sur le vieil ordinateur portable de mon père presque par hasard. Il était rangé dans un vieux placard chez ma mère, entre un grille-pain cassé et une boîte de câbles inutiles. Il avait cette odeur poussiéreuse des choses qui n'ont pas servi depuis longtemps. Mon père était mort depuis presque 2 ans. Je pensais avoir fait le tour de ses affaires, mais l'ordinateur m'avait échappé. Je l'ai allumé sans grande attente. La batterie était morte, mais le chargeur était encore là. L'écran s'est illuminé avec lenteur, affichant une session utilisateur protégée par un mot de passe. J'ai essayé sa date de naissance. Ça a marché. J'étais à la recherche de photos, peut-être d'anciens documents. Mais je suis tombé sur une série de courriels soigneusement classés. Des dossiers avec des noms anodins, famille, correspondance, projet. Ce n'est qu'en ouvrant le dossier famille que j'ai commencé à comprendre. Il y avait des échanges réguliers avec une certaine Marie et les courriels s'étendaient sur plus de 15 ans. Il parlait de vacances passées à la maison du lac, de la rentrée scolaire d'un garçon nommé Jules, des photos jointes de ce gamin, souriant, un peu timide. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Les messages se terminaient souvent par des « je t'aime », des « tu me manques », promis, je viendrai plus souvent. Au début, j'ai pensé à une liaison, une vieille histoire d'adultère que je préférais ne pas connaître. Mais plus je lisais, plus une image précise se dessinait. Mon père avait une autre maison. Une autre femme. Un autre fils. Je suis resté figé devant l'écran un long moment. J'avais grandi fils unique, convaincu d'avoir eu un père présent, sans excès mais fiable. Ce père-là écrivait des poèmes à une femme qui n'était pas ma mère. Ce père-là donnait des conseils de vie à un adolescent inconnu, partageait des recettes, recommandait des livres. La rage ne m'est pas venue tout de suite. C'était plutôt une sorte de vertige. Une désorientation lente, sourde. J'ai imprimé quelques courriels, les plus clairs, les plus doux aussi. Je les ai mis dans une enveloppe. Puis j'ai pris la décision de chercher Marie. Et Jules. Trouver Marie n'a pas été difficile. Une simple recherche sur les réseaux sociaux, son nom complet figurait dans l'un des messages. Elle vivait à une centaine de kilomètres, dans une ville que je n'avais jamais visitée. J'ai hésité plusieurs jours avant de lui écrire. Mon message était direct, courtois. Je me présentais. Je disais que j'étais le fils de Gérard. Et que j'avais trouvé ses messages. Elle a mis 3 jours à répondre. Je suppose que ça devait arriver un jour. Je ne suis pas fier de ce que nous avons fait, mais je n'ai jamais menti à Jules. Il sait qui est son père. Si tu veux le rencontrer, je te laisse décider comment. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis demandé si j'étais prêt à voir ce garçon. Ce jeune homme, en fait. Il avait 21 ans. 1 an de moins que moi. Je suis allé à leur rencontre un samedi matin. Ils habitaient une maison modeste, avec un petit jardin. Marie m'a ouvert la porte. Elle m'a regardé avec cette gêne polie des gens qui n'ont plus de mensonges à offrir. Et Jules? Jules est apparu dans l'entrée, les bras croisés. On aurait dit moi. Pas exactement, bien sûr. Mais quelque chose dans le regard, la posture. C'était comme voir un reflet d'un miroir imparfait. Il n'a pas dit un mot au début. Moi non plus. Marie nous a laissés seuls dans la cuisine. Jules a pris la parole le premier. Il t'a parlé de moi, parfois? Jamais, ai-je répondu. Et toi? Il a souri tristement. Souvent. Mais je croyais que tu ne voulais rien savoir de nous. J'ai hoché la tête. Je ne savais même pas que tu existais. Nous avons parlé pendant 2 heures. D'abord avec distance. Puis avec cette curiosité maladroite qu'ont 2 étrangers liés malgré eux. Il m'a raconté son enfance au bord du lac, ses étés avec Gérard, les absences longues, les retours brefs, les cadeaux étranges. Je lui ai parlé de notre père aussi, mais un autre homme, celui que j'avais connu, méthodique, discret, un peu distant. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. En parlant de lui, on s'est mis à rire. Des détails absurdes, ses habitudes de rangement, sa façon de mâcher bruyamment le pain. Ce genre de choses que seuls ses enfants peuvent connaître. Tous ses enfants. Je suis reparti sans promesse. Sans déclaration. Mais avec un sentiment nouveau. J'avais un frère. Un autre fils de l'homme que je croyais connaître. Et je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait encore.
Je ne lui ai pas écrit tout de suite. Pendant plusieurs jours, j'ai laissé reposer la rencontre comme on laisse décanter un vin trop jeune. Quelque chose en moi refusait encore de donner à Jules une place précise. Était-il un frère? Un intrus? Une preuve vivante de l'hypocrisie de mon père? Ou juste un autre type paumé, comme moi? J'ai repris les courriels. Revu les photos. Leur vie à eux semblait paisible, tissée de petits moments, comme une version alternative de celle que j'avais vécue. Une photo m'a marqué plus que les autres, on y voyait mon père, torse nu au bord d'un lac, tenant un gamin sur ses épaules. Jules avait 5 ou 6 ans. Mon père riait. Un vrai rire, pas celui qu'il faisait quand il posait pour les fêtes de famille. Un rire de vacances. D'insouciance. Je ne savais pas si je devais être jaloux ou reconnaissant de ne pas avoir eu à partager cet homme. Finalement, c'est Jules qui m'a relancé. Un message simple, je passe parfois sur Paris. Si t'as envie qu'on prenne un café. Pas pour parler de lui. Juste pour parler. J'ai accepté. On s'est revus dans un café anonyme près de République. Il est arrivé en avance, déjà installé avec un livre. Il lisait un roman de Sylvain Tesson. J'ai haussé un sourcil en voyant la couverture. Tu lis ça pour te donner un genre où tu t'évades vraiment dans les steppes russes. Il a souri. Je crois que j'aime les types qui fuient tout. C'était honnête. Et moi, qu'est-ce que je fuyais? On a parlé d'université, de boulot. Il faisait des études de géographie. Il bossait en intérim parfois. Moi, j'étais dans la communication, mais je venais d'enchaîner 2 CDD sans suite. Il a ri quand j'ai dit que je rêvais de tout plaquer pour élever des chèvres dans le Jura. Tu rigoles, mais j'y ai pensé aussi. Une vie sans mini-réunion. Le courant passait. Sans effort, sans insistance. Et, chose étrange, j'avais le sentiment d'être écouté différemment. Pas comme un collègue, pas comme un pote. Plutôt comme quelqu'un qu'on reconnaît à l'instinct. On s'est revus une fois, puis 2. On ne parlait pas de notre père. C'était une sorte de pacte tacite. On évitait le passé. On traînait dans des lieux neutres, des salles de cinéma, des parcs. À la 3e rencontre, il a sorti une vieille console portable de son sac. Tu te souviens de ça? C'était une Game Boy. Exactement la même que celle que j'avais eue enfant. Même modèle, même couleur. Il l'avait trouvée dans un tiroir de la maison du lac. Je pense qu'il t'en avait acheté une aussi, a-t-il dit. Je suis resté silencieux un instant. L'image m'a frappé comme une gifle, mon père, achetant 2 consoles identiques pour 2 enfants qui ne sauraient jamais l'un de l'autre. On s'est regardé, sans rien dire. Quelque chose avait changé. On a continué à se voir. Pas souvent, mais régulièrement. Une bière après le boulot, une expo un samedi, un texto de temps en temps. C'était étrange de découvrir quelqu'un qui, malgré toutes les différences, partageait des réactions similaires, des tics de langage, une manière de détourner le regard quand il était gêné. Il n'y avait plus de doute, on était frères. Pas seulement par le sang. Par les gestes, les silences, ce mélange de méfiance douce et de loyauté immédiate. Mais on évitait encore les vraies questions. Jusqu'au jour où il m'a proposé de venir au lac. La maison est vide maintenant, a-t-il dit. Marie l'a mise en vente. Je vais y passer un week-end pour trier ses affaires. T'as qu'à venir. J'ai dit oui sans trop réfléchir. Peut-être parce que je voulais voir cet endroit. Peut-être parce que j'avais besoin d'un lieu où notre père avait été quelqu'un d'autre. Le trajet a été silencieux. On a roulé 3 heures. Pas de musique, pas de discussion profonde. Juste le ronronnement du moteur et la sensation que quelque chose se préparait. On est arrivé en fin d'après-midi. La maison était petite, en bois, avec un porche et une vieille barque posée près du rivage. Le genre d'endroit qui sent le crépuscule et les souvenirs humides. Jules avait la clé. Il a ouvert la porte, et une odeur de poussière et de café froid nous a accueillis. Tout était resté figé, les cadres, les livres, le peignoir accroché derrière la porte. Tu veux voir sa chambre, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Elle était modeste. Une étagère avec des romans policiers, une lampe de chevet cassée, un tiroir ouvert où s'entassaient des carnets. J'en ai pris un au hasard. La couverture était usée. À l'intérieur, une écriture dense, nerveuse. Mon père. Il tenait un journal. Je l'ai ouvert.
Les premières pages dataient de 1997. Aujourd'hui, j'ai dit à Jules que je devais partir pour le travail. Il a pleuré. Je me suis senti lâche. Comment lui expliquer que j'ai une autre vie ailleurs? Un autre enfant que je vois trop peu. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à lire. Des fragments de vie double. Des regrets étouffés. Des questions sans réponse. Jules s'est approché. Tu savais qu'il écrivait tout ça? Non. Chez moi, il parlait peu. Il bricolait, payait les factures, râlait contre les infos. Il ne laissait rien traîner. Chez nous, il parlait trop. On s'est regardé, comme si on venait de comprendre à quel point il nous avait partagé. Puis j'ai dit, il t'aimait, c'est sûr. Et toi aussi, a murmuré Jules. Le silence a repris sa place. Plus lourd, mais aussi plus doux. On est resté là, debout au milieu de cette pièce, deux fils différents d'un même homme inconnu. On a passé la soirée à trier des cartons dans un silence complice. De temps en temps, Jules me tendait un objet, une photo, une lettre. On riait doucement en découvrant des souvenirs qu'on ne partageait pas, mais qui, étrangement, nous rapprochaient. C'était comme assembler un puzzle dont les pièces venaient de deux boîtes différentes. Vers 23 heures, on s'est installé sur le porche, chacun une bière à la main, regardant le lac noir s'étendre devant nous. « Tu crois qu'il regrettait ?» a demandé Jules. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le mot regret me semblait trop simple, trop net pour quelqu'un comme notre père. Je crois qu'il a eu peur de choisir. Alors il a gardé les deux vies, sans jamais vraiment les vivre entièrement. Jules a hoché la tête. Et nous, on est le prix de sa lâcheté. Un silence. Puis, plus doucement, mais on est là, quand même. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. La maison était silencieuse. J'ai descendu les escaliers pieds nus, guidé par une odeur de café. Jules était dans la cuisine, concentré sur une pile de lettres. Il écrivait à notre mère aussi. Pas juste des emails. Il m'en a tendu une, datée de 2005. J'avais 14 ans. Jules, lui, en avait 13. Mon père y parlait de son impuissance à rassembler ce qui ne peut pas l'être, de son espoir que les garçons se croiseraient un jour. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Il l'avait envisagée. Peut-être même espéré. J'ai senti une boule étrange dans la gorge. Pas de la colère, ni de la tristesse. Juste un vertige. Et toi, t'en veux à ta mère, ai-je demandé. Jules a secoué la tête. Non. Elle savait que c'était bancal, mais elle voulait qu'il soit là pour moi. Même à moitié. Ma mère, elle, je crois qu'elle savait aussi. Ou qu'elle a choisi de ne pas savoir. Il a souri, amer. Les silences, c'est ce qui tient les familles parfois. Avant de partir, on a vidé le grenier. Parmi les vieilleries, on est tombé sur une boîte en fer. À l'intérieur, des dessins d'enfants, des cartes postales, et un petit album photo. La couverture était simple, en tissu. À l'intérieur, que des photos de nous deux, séparément. Des pages pour moi, des pages pour Jules. Comme s'il avait voulu nous réunir là, dans ce silence figé. Je suis resté un long moment à regarder une photo de moi à 10 ans, accroupi devant un vélo. Sur la page suivante, Jules, au même âge, avec un vélo presque identique. C'était le même modèle, a-t-il dit, surpris. Il faisait semblant d'être équitable. Mais au fond, c'était peut-être une manière de compenser. Ou de se rassurer. On a refermé l'album sans rien dire. Sur la route du retour, Jules a mis de la musique. Une vieille playlist de notre père retrouvée sur un CD. Des chansons françaises, un peu ringardes, mais qu'on a laissé tourner. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'on portait ce père ensemble. Le retour à Paris a été plus lourd que l'aller. Dans le train, Jules regardait le paysage défiler, les bras croisés sur la poitrine. On avait parlé presque toute la nuit au lac. Mais dans la lumière crue du jour, les mots paraissaient moins sûrs. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa station de métro. Avant de descendre, il a dit « Tu crois qu'on peut être frère sans chercher à rattraper ce qu'on n'a pas eu ?» Je n'ai pas su répondre. Mais j'ai posé ma main sur son épaule. C'était un geste simple. Sincère. Il a souri et il est parti. Les semaines suivantes ont été étrangement calmes. Je m'attendais à ressentir de la colère, du deuil, un besoin de confrontation avec ma mère, avec la mémoire de mon père.
Mais non. Juste une lente sédimentation. Une acceptation trouble, mais solide. Puis, un matin, j'ai reçu une lettre. Manuscrite. Une écriture que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ma mère. Je suppose que tu as trouvé ce qu'il avait caché. Je ne suis pas surprise. J'aurais dû te le dire moi-même. Mais je ne savais pas comment. Je voulais protéger ton regard sur lui. Il t'aimait, tu sais. Même s'il a été lâche. Elle ajoutait, tu n'étais pas seul. Moi aussi, j'ai porté ce mensonge avec lui. Pas parce que je l'acceptais, mais parce que je n'avais pas la force de le briser. Je suis resté un moment assis avec cette lettre dans les mains. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Jules, lui, m'envoya une photo, un vieux Polaroid retrouvé dans une pochette. On y voyait notre père assis entre deux chaises vides, l'air fatigué, mais serein. Tu crois qu'il attendait quelque chose, écrivait-il. Peut-être qu'il espérait qu'on se trouve à sa place. Un mois plus tard, Jules m'a proposé de passer un week-end chez lui. Rien de symbolique, juste pour cuisiner, traîner, refaire le monde. J'ai accepté. Il avait un petit studio sous les toits, un bric-à-brac organisé. On a cuisiné des pâtes trop salées, regardé un film qu'on a abandonné à mi-parcours, parlé de femmes, de solitude, de rêves remis à plus tard. Et à un moment, sans prévenir, il a dit, tu crois qu'on pourrait faire un truc ensemble? Je sais pas, écrire ce qu'on a vécu. Même juste pour nous. L'idée m'a surpris. Mais elle ne m'a pas semblé absurde. Peut-être qu'écrire, c'était notre façon de rassembler les morceaux. Pourquoi pas? Mais sans enjoliver. Juste les faits, les silences, les détours. Exactement. On a commencé à noter des choses. Des souvenirs dépareillés. Des phrases qu'il disait souvent. Des odeurs, des objets, des gestes. Et plus on écrivait, plus je comprenais que cette histoire n'était pas seulement la sienne. Ni seulement la mienne. C'était celle d'un homme ordinaire, partagé entre deux loyautés, et de deux fils qui, malgré tout, avaient décidé de se reconnaître. Pas pour le pardonner. Mais pour ne pas répéter. On a continué à écrire, sans se donner de règles. Des souvenirs jetés comme ils venaient. Un mot griffonné sur un ticket de métro, une phrase notée au réveil. Parfois, on s'envoyait un vocal au milieu de la nuit pour se souvenir d'un détail. Une voix. Une odeur. Et plus on avançait, plus l'écriture devenait un territoire à part. Ni vraiment mémoire, ni tout à fait fiction. Une forme d'espace neutre, à nous. Un jour, Jules m'a tendu un cahier avec un sourire hésitant. J'ai écrit une scène où on se rencontre enfant. C'est inventé, évidemment. Mais ça m'a fait du bien. J'ai lu. C'était simple, lumineux. Deux garçons jouant à cache-cache dans un jardin imaginaire, se retrouvant sous un pommier, chacun croyant que l'autre était juste un copain d'été. Tu crois que ça aurait pu être comme ça, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je crois qu'on aurait été amis, même sans le sang. C'était la première fois qu'il le disait ainsi. Et ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Quelques semaines plus tard, on a organisé un repas. Pas pour une occasion particulière. Juste une envie d'élargir le cercle. J'ai invité deux amis proches, il a fait venir une collègue avec qui il s'entendait bien. On a cuisiné ensemble, improvisé une playlist. À un moment, quelqu'un a demandé comment on s'était rencontrés. On s'est regardé. Puis j'ai répondu, par notre père. Post-mortem. Il y a eu un petit silence. Puis un éclat de rire gêné. Jules a embrayé, c'est une longue histoire. On écrit un truc là-dessus. Et la conversation est repartie. Mais moi, je suis resté figé un instant. Ce notre père m'avait semblé naturel, évident. C'était la première fois que je le disais ainsi, sans trembler. Après le départ des invités, on s'est retrouvés seuls sur le balcon. Tu sais, a dit Jules, je me suis toujours demandé à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais grandi avec toi. Moi aussi. Mais tu sais quoi? Je crois qu'elle aurait été plus bruyante. Et probablement avec plus de crises de nerfs. Il a ri. Puis il a pris une voix plus posée. Je crois surtout qu'on aurait appris à se disputer, à se réconcilier. À exister ensemble. Un silence. Puis je me suis tourné vers lui. On le fait déjà, non? Il n'a rien répondu.
Mais son sourire suffisait. Ce soir-là, j'ai relu l'un des derniers passages du carnet de notre père. Il écrivait « Je sais que j'ai échoué à construire une seule vie cohérente. Mais j'espère qu'un jour, mes fils comprendront que ce n'est pas toujours la vérité qui relie les gens. Parfois, c'est ce qu'ils décident d'en faire. » Et je crois qu'il avait raison. Nous n'avons pas construit une vérité. Mais nous avons bâti une relation. À notre manière. À notre rythme. Et c'était déjà beaucoup.